à tous, nous allons donc vous présenter Otto, le fauteuil à étreindre avec le Centre d'excellence de Tours. Donc, je me présente, je suis Alexia Audrin, designer et ébéniste, et j'ai conçu et fabriqué Otto, le fauteuil à étreindre pendant mes études, mais je ne l'ai pas créé toute seule. Nous l'avons pensé et amélioré avec des personnes concernées par l'autisme et des professionnels. Donc, j'ai rencontré une équipe d'éducateurs spécialisés qui souhaitaient avoir plus de matériel adapté aux besoins des personnes autistes. L'équipe médico-sociale de l'IME de Blain m'a sensibilisée aux difficultés d'intégration sensorielle et notamment aux recherches d'apaisement par les pressions profondes. Donc, ensemble, nous avons fait l'état de l'art des différents dispositifs existants, comme la machine à serrer du docteur Temple Grandin, ou le canoë de compression qu'on peut voir ici. Et avec l'IME, nous voulions répondre à un besoin en créant un mobilier avec de réelles pressions profondes et personnalisées dans un produit pas stigmatisant et accueillant. Donc, grâce à des premières étapes d'observation et d'immersion au sein de l'IME de Blain, j'ai construit un premier prototype rudimentaire pour d'abord tester la fonction d'étreinte avec l'équipe médico-sociale et les jeunes de l'IME. Donc, on était vraiment sur un prototype assez simple avec juste des cellules gonflables. Donc, chacun a pu exprimer son ressenti, son avis sur ce qui est le plus adapté sur ces fonctions d'étreinte. Et cette première phase de test nous a permis d'avoir une meilleure compréhension et évaluation des besoins des personnes concernées par l'autisme, notamment pour la posture du corps, la personnalisation de la pression et sa gestion en autonomie avec une possibilité de la gérer grâce à une télécommande adaptée avec des pictogrammes. Donc, par la suite, nous avons alors construit une version du fauteuil avec une technologie de pression active innovante grâce à Corentin Lemaitre qui était spécialisé dans le développement électronique et numérique. On a travaillé sur une carte électronique programmable pour gérer les pressions modulables du circuit pneumatique. On a également installé à l'intérieur du prototype des capteurs de pression électronique dans les cellules, dans chaque cellule gonflable pour garantir la sécurité de l'usager et avoir une pression maximum qu'on ne puisse pas dépasser. Et moi, en parallèle, j'ai travaillé sur une conception sur l'enveloppe et la forme esthétique du fauteuil pour avoir quelque chose d'accueillant et de chaleureux. Donc, voilà ce qui a donné la première version du fauteuil qui était présentable avec différentes... Je vais vous mettre une petite vidéo qui va se lancer où on voit le fauteuil en fonctionnement. Donc, voilà, avec la petite télécommande. En fait, il y a différents points d'étreinte dans cette première version du fauteuil. En haut, et des points d'étreinte plus vers le bassin. Et donc, la télécommande qui gère le gonflage et le dégonflage des pressions profondes, on peut gérer à sa convenance si on veut dégonfler ou dégonfler les cellules. Il y avait aussi donc cette forme en cocon, en bois, qui permet de s'éloigner du mobilier médical, qui fait quelque chose de plus chaleureux et qui permet aussi de s'isoler de l'environnement extérieur, qui permet un peu d'être coupé du bruit, qui fait une isolation avec l'environnement extérieur. Donc, avec l'IME, on a constaté qu'on était allé plus loin que nos attentes et qu'on avait créé quelque chose d'innovant qui répondait à un réel besoin. Donc, il fallait que ce soit cadré par des médecins, par des experts de la recherche dans le domaine de l'autisme.
Donc, c'est à ce moment que j'ai rencontré le CHRU de Tours. Je leur ai présenté mon prototype dans le service pédopsychiatrie du professeur Bonnet-Brio, qui est chef de service du service pédopsychiatrique, avec le docteur Joël Malvy, pédopsychiatre, avec le docteur Thomas Gargaud, chef de clinique et également pédopsychiatre, avec monsieur Rémi Claire, cadre de santé, et avec mesdames Clémence Gillard, Amandine Vachaud et Cindy Lemaine-Triby, les psychomotriciennes, qui ont travaillé au quotidien avec le fauteuil. Donc, ils ont été très enthousiastes pour commencer une étude d'usage avec le fauteuil. Et l'objectif de ce partenariat, c'était d'avoir des avis d'experts, comprendre les besoins et les attentes des personnes concernées par l'autisme, et également d'aboutir à un produit utilisable, testé dans différents contextes avec les usagers. Donc les usagers, les utilisateurs du fauteuil, les spécialistes, psychomotriciennes et ergothérapeutes, et après une formation, une équipe d'éducateurs, d'infirmiers ou d'aidants, de proches, d'entourage de personnes concernées par l'autisme. Donc, pour revenir sur le contexte de l'étude d'usage, je vais laisser Madame Amandine Vachaud présenter la suite. Donc, bonjour à tous. En effet, je vais vous parler un petit peu de notre expérience dans le Centre universitaire de pédopsychiatrie. C'est vrai que grâce à la confiance d'Alexia, on a eu la chance du coup d'accueillir Otto dans nos locaux et de pouvoir le tester donc de janvier à juin 2021. On a pu du coup sélectionner donc à l'aide des médecins 26 patients pour lesquels on pensait vraiment qu'il y avait un intérêt à utiliser Otto avec des patients âgés entre 3 et 12 ans qui présentaient donc un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme avec associé plus ou moins une déficience intellectuelle. On a proposé du coup le fauteuil donc selon un planning bien défini pour l'enfant. On a pu le tester de 1 à 3 fois par semaine selon la venue des enfants. Et à chaque fois, on utilisait des petits supports visuels pour bien les prévenir en amont. Sur les 26 patients avec lesquels on a pu utiliser Otto, finalement, seulement 4 patients n'ont pas pu bénéficier jusqu'au bout d'Otto pour des raisons variées. Pour certains, un petit peu trop d'anxiété face au fauteuil, voilà, ou peu d'intérêt. Mais pour la plupart, hein, vous voyez, pour 22 patients sur 26, on a pu continuer du coup cette expérimentation. Nos petits patients pouvaient passer entre 3 et 20 minutes dans le fauteuil selon leur disponibilité et leurs besoins. Bien évidemment, hein, il y avait la responsabilité civile de la conceptrice, l'assurance de l'hôpital et un consentement écrit des parents hein, qui avaient été du coup engagés. Au cours de ces expérimentations, on a pu vraiment voir au moment du soin un plaisir et une détente corporelle hein, chez nos petits patients avec vraiment une diminution de l'anxiété et une meilleure stabilité posturale qui permettait ainsi une amélioration du contact social, notamment dans le regard, dans le toucher. On avait des patients vraiment très réceptifs. Et au retour sur le groupe, le retour des équipes, c'était vraiment une amélioration de l'attention, une meilleure régulation émotionnelle, malgré quand même une variabilité hein, qui reste présente intra- et interindividuelle hein, selon le moment proposé pour Otto. Donc, on a bien réfléchi ça avec les équipes. Et comme le disait Alexia, très vite, on a pu généraliser cette utilisation aux équipes de soins. Donc, au départ, c'était vraiment les psychomotriciennes du centre qui l'utilisaient. Et très vite, on a pu passer la main aux éducateurs et aux infirmiers grâce à son utilisation très facile. Et puis voilà, une fois que les petits patients voyaient le petit picto Otto, ils pouvaient s'en saisir pour nous demander des séances pour aller vraiment s'apaiser dans le fauteuil Otto, qui est placé du coup dans une des salles de l'hôpital de jour, vraiment dans un milieu assez épuré pour éviter toute dispersion au niveau sensoriel. Merci Amandine. Donc, je reviens sur notre travail. Donc, avec toute l'équipe médicale, notamment du coup avec Amandine et les autres psychomotriciennes, on a pu se réunir tous les mois pour faire un point sur les retours utilisateurs et nous échangions dès le moindre problème pour que je puisse faire des modifications, reprendre le fauteuil, refaire des modifications en atelier
et ensuite le ramener au sein du CHRU de Tours pour le tester rapidement et refaire des retours sur les nouvelles modifications. Donc, sur ces 6 mois d'études d'usage, il y a eu pas mal de changements, donc notamment sur les points d'étreinte, sur l'ergonomie, tout d'abord, sur la posture de l'utilisateur dans le fauteuil et sur les points d'étreinte avec la modification des cellules gonflables, donc où on a vraiment adapté les cellules hautes à la morphologie du corps. Nous avons également apporté une nouvelle fonctionnalité avec un dégonflage indépendant entre les cellules hautes et les cellules basses. C'est vrai qu'avant, on peut le voir sur les différentes versions des télécommandes. Avant, on avait un dégonflage de toutes les cellules entièrement, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des préférences selon les enfants pour les points d'étreinte haut ou bas. Donc, on a rajouté le dégonflage haut et bas indépendant. Et quand on a rajouté cette fonctionnalité, ça changeait aussi l'interface utilisateur. Donc, on en a profité pour simplifier le visuel pour une meilleure compréhension de cette télécommande. Et comme on offre la possibilité de gérer les points de pression en autonomie, il faut qu'elle soit lisible par le plus grand nombre de personnes. On a également fait disparaître la LED qui apportait un point lumineux et qui pouvait perturber certains usagers du fauteuil. Et j'ai également travaillé avec un acousticien pour atténuer le bruit du compresseur qui permet l'étreinte pour se concentrer réellement sur les pressions profondes. Donc, ce sont les premières modifications. Donc, sur la demande de l'équipe médicale du CHRU de Tours, nous avons développé une interface administrateur grâce à une tablette connectée qui permet, en parallèle de la télécommande utilisateur qu'on vient de voir, de prendre la main sur la gestion du fauteuil. Donc, on peut, pareil, activer plus ou moins les cellules hautes gonflables et les cellules basses. Nous avons aussi, du coup, une lecture de pression en direct qu'on peut voir à droite. Donc, pour connaître la pression qui est administrée dans les cellules en haut et en bas. On peut personnaliser la pression en fonction des utilisateurs grâce à un curseur où on modifie la pression maximum. Et on a également une indication sur le temps d'utilisation du fauteuil. Donc, pas mal de caractéristiques qui peuvent être prises en main. Cette tablette, elle est très intéressante, notamment pour l'aspect recherche avec ce fauteuil. Et donc, en fait, on peut l'utiliser ou non, ou on peut simplement utiliser la télécommande en bois. Donc, dans la suite des modifications, toujours dans cette démarche de design itératif, nous avons également mis en place des suivis d'utilisation enregistrés sur une carte SD qui permettent, grâce à des données sur chaque action faite par l'utilisateur, sur quel bouton a été appuyé, quelle cellule a été gonflée, sur combien de temps, à quelle pression. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre l'utilisation du fauteuil pour son amélioration, mais également pour son évaluation. Et donc, à la fin de cette période d'études d'usage, nous avons, grâce au questionnaire, il manque une image, et nous avons, grâce au questionnaire SUS, du coup, nous avons évalué l'utilisabilité du fauteuil avec une équipe d'infirmiers, de psychomotriciens et d'éducateurs, où nous avons obtenu de très bons résultats. Donc, qui correspond à un score d'utilisabilité entre bon et excellent.
Et grâce à l'outil de Whitman qui a disparu à Oui, il faut l'écran. que tu passes. Il doit y avoir une animation, il faut que tu passes la diapo. Ah Voilà. oui, exactement. Nous avons vérifié notre approche de design centré utilisateur où nous répondons quasiment à tous les critères de cet outil. Donc, en parallèle de cette étude d'usage avec le CHRU de Tours, le fauteuil a été testé dans différentes structures avec également des personnes adultes concernées par l'autisme. Donc, dans un foyer d'accueil médicalisé à Grand-Champ-des-Fontaines, où il a été installé pendant 6 semaines et il a pu être utilisé par 10 adultes. Il y a eu des présentations également à l'U2A à Rennes avec des jeunes, à Angoulême au centre hospitalier Camille Claudel, où on l'a laissé pendant un jour intégrer du coup le service avec 6 patients adultes. Et j'ai pu aussi le présenter à différents salons spécialisés comme les rencontres internationales de l'autisme, où bien sûr il était mis à disposition pour avoir en test et pour avoir des retours par des experts, par des personnes concernées par l'autisme. Et donc, Otto, en parallèle de ça, a reçu de nombreux prix qui m'ont permis aussi de challenger mon produit face à des jurys dans différents domaines, dans l'ingénierie, le design, comme le James Dyson Award. Donc, Otto est lauréat français du James Dyson Award et fait partie du top 20 international. Il a fait face aussi à un jury de médecins au Grand Prix de l'innovation pour la santé de l'enfant, où il a été lauréat du prix Espoir, et également dans le secteur de l'ameublement bois, où il a été lauréat du prix Canopé et le coup de cœur de l'École supérieure du bois. Voilà, je vais maintenant laisser la place au docteur Thomas Gargaud qui va se présenter et qui va parler plus de l'évaluation de l'efficacité du produit. Ah bah, merci Alexia. Donc là, on a bien présenté un petit peu le contexte, le besoin. Est-ce que c'était utilisable comme produit? Est-ce que c'était utilisé? Et comment on peut faire une démarche centrée utilisateur pour essayer d'améliorer au maximum le projet? Et là, l'idée, c'était de voir un peu comment on peut valoriser ça au niveau scientifique et comment on peut aller un petit peu plus loin, notamment sur la question d'efficacité, qui a pour l'instant pas du tout été abordée. Donc voilà, moi je suis chef de clinique, je suis un jeune psychiatre en pédopsychiatrie là, depuis 1 an. Et voilà, je suis docteur européen en informatique. Je fais partie du comité de pilotage du LIDA. Voilà. Donc déjà, j'ai regardé un peu la littérature de manière un peu plus complexe. Donc on voit là, il y a plein de lignes différentes. Il y a plein de systèmes pour faire de la pression profonde très, très différents. Tu peux aller à la suite. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que quand on regarde le niveau de preuve, alors là, il y a des revues systématiques, nous en a parlé Auriel. C'est un bon niveau de preuve là pour les white blankets, les couvertures lestées, avec beaucoup de sujets, N 1785 ou 160. Par contre, quand on regarde les autres types de dispositifs pour la pression profonde, on tombe à des tout petits effectifs, des tout petits échantillons pour valider l'efficacité. On fait des RCT, Randomized Control Trial, des essais randomisés contrôlés de temps en temps. Mais finalement, souvent, ce qu'on fait, c'est des single case research design, c'est-à-dire qu'on prend le sujet, on prend plusieurs sujets. À des moments, on va faire de la compression, à un moment, on ne va pas faire de compression, on va comparer le sujet avec tout le monde. Finalement, avec des tout petits effectifs. Et donc voilà, c'est un petit peu le niveau de preuve de la littérature. Un grand conflit avec ce qui se fait en pratique, parce que beaucoup de personnes l'utilisent, beaucoup de personnes pensent que c'est utile, mais est-ce que c'est efficace? En fait, quand on regarde la littérature dans le détail, on ne sait pas. Et après, il y avait une deuxième question qu'on avait. Alors ça, je suis désolé, pour l'instant, c'est très subjectif, la prochaine diapo. C'est la dernière colonne là, l'acceptation du produit. Est-ce que c'est acceptable ou pas d'utiliser des couvertures lestées, une compression manuelle? Est-ce que c'est acceptable d'utiliser un fauteuil compressif? Donc ça, je ne sais pas, c'est très subjectif. Et est-ce que le patient il peut être autonome dans l'utilisation du fauteuil? Donc ça, pareil, c'est mon avis très personnel, et puis finalement, l'avis d'un médecin, il ne vaut pas plus que l'avis d'un autre. Alors, la suite.
Et donc, l'idée, c'est, moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ces méthodologies, hein, de demander l'avis, de construire un projet et d'avoir l'avis subjectif un peu d'usagers, de professionnels, et comment le recueillir au mieux. Des professionnels qui vivent avec l'autisme toute la journée, qui travaillent avec des enfants avec autisme. Et donc, on s'est dit, donc là, c'est le projet là qu'on est en train de constituer. Il faut qu'on organise avec des chercheurs en sociologie qui connaissent bien les recherches qualitatives et qui connaissent bien la mesure de l'acceptabilité, de l'implémentation d'outils numériques sur le terrain. Voilà, comment on peut évaluer ça de manière un peu plus objective et dans les règles de l'art de la sociologie. On a demandé aussi à une personne concernée, personne concernée ressources et formateur dans le champ de l'autisme, un peu comment on pouvait constituer ces groupes, hein, ces focus groupes. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir des entretiens de 2 à 3 heures, et peut-être 2-3 entretiens, pour essayer de mieux comprendre les besoins des personnes concernées, donc, j'allais dire, des parents, des personnes atteintes d'autisme, des concernés, des professionnels aussi, sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'acceptabilité des différents produits, des différents dispositifs, de est-ce que la personne elle est autonome ou pas quand elle utilise le dispositif, est-ce que c'est utilisable, peut-être refaire la suce, et puis si on va sur une démarche de mesure de l'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire que le dispositif est efficace? Donc moi je sais qu'il y a plusieurs échelles, mais comment hiérarchiser toutes ces différentes échelles? Qu'est-ce qui est le plus important? Et bien, pour savoir ce qui est le plus important, je pense que c'est le plus important de demander directement aux patients, à leurs parents, qu'est-ce qui est important? Pour vous, si ça marche, qu'est-ce qu'il faut regarder? Et donc voilà, on a fait un petit peu la liste avec la revue de littérature des différents critères de jugement, et l'idée, c'est que ce soit le focus group qui puisse trancher dans cette démarche de recherche collaborative. Alors la suite. Voilà. Alors après, on a réfléchi comment mesurer l'efficacité. Alors l'idée, c'est de mesurer l'efficacité à différents temps, d'avoir vraiment une approche longitudinale et contrairement à ce qu'on a fait, d'avoir un espèce de produit fini, en fait. Donc, c'est une étape obligatoire. Il ne faut surtout pas faire de la mesure d'efficacité pendant qu'on fait du design parce que le produit, il change. Donc, on va mesurer des choses trop différentes entre le début et la fin de l'étude. Donc là, maintenant, le produit, il commence à être stabilisé. On commence à dire, voilà, là, on a tous les retours, on a fait au mieux ce qui est possible. Est-ce que ça marche? On ne sait pas. Donc, on va tester. On utilise une nouvelle méthodologie qui est l'étude randomisée, là, ici en crossover. Donc, ce qui semble faisable de prendre 12 patients, regarder s'ils l'utilisent ou pas, regarder s'il y a une bonne tolérance, regarder s'il reste dans le fauteuil ou pas. Voilà, les mesures à discuter auparavant avec les focus group. Et puis, l'idée, c'est de comparer le sujet à lui-même. Voilà. Donc, 2 conditions expérimentales qui sont répétées donc, en bleu et en vert à différents moments. Des moments où le fauteuil y comprime pendant 1 mois, plusieurs séquences où on voit le fauteuil qui comprime, et plusieurs séances où le fauteuil ne comprime pas. Et on regarde, voilà, si le patient utilise le fauteuil quand il ne comprime pas, ou quand il comprime, déjà, ça nous donne des arguments. Et après, est-ce que c'est efficace? Alors, la suite. L'intérêt de ce dispositif, c'est quand même on a des stimulations sensorielles qui sont vraiment contrôlées, qui sont réplicables, qui sont bien mesurées, qui sont reproductibles, hein, donc on peut diffuser des choses. C'est bien mesuré, comme disait Alexia, par la tablette. On a une mesure transparente qui est utile dans un cadre de recherche, on sait exactement ce qu'on fait, et ça permet des mesures d'intervention, des réponses répétées, adaptées tout le long du développement, donc de l'enfant à l'adulte potentiellement, et puis voilà, c'est pertinent dans un cadre thérapeutique et de recherche. Alors, ensuite... Voilà, et puis il y a des perspectives sur comment on pourrait mieux mesurer peut-être l'anxiété avec des nouvelles technologies. Par exemple, donc il y a des échelles, on est en train de faire une revue de littérature, quelles sont les échelles qui sont les mieux validées et les plus efficaces pour mesurer l'anxiété dans l'autisme, avec plusieurs points de vue, du parent, du professionnel, du patient lui-même. Et puis il y a des capteurs physiologiques maintenant qui se développent, avec ce que vous voyez à droite, une petite montre qu'on peut porter au poignet pour mesurer des stéréotypies, pour mesurer la fréquence cardiaque qui va se modifier, pour mesurer la transpiration, ce qu'on appelle la conductance cutanée, comment un marqueur de stress qui évolue en fonction de la transpiration. Et puis, des caméras donc, qui permettent de ne pas être invasives, de ne pas gêner le sujet. Donc, une caméra pour, par exemple, mesurer la fréquence cardiaque, une caméra classique, peut-être même des caméras pour mesurer
là, ce que vous voyez à droite, en fait, la température sur le visage. Ça, c'est un champ de recherche complètement nouveau. Est-ce qu'on pourrait classifier les émotions sur le visage à partir des modifications très subtiles de la température sur le visage? Donc voilà, c'est des projets de recherche qui peuvent apparaître grâce à vraiment un contrôle de la stimulation sensorielle et pour être au plus près des besoins des patients. Alors, la suite. Et puis après, voilà, si ça marche, est-ce qu'on peut rembourser ce produit? Et puis, nous, c'était très intéressant pour nous parce que ça permet en fait de mieux réfléchir, par exemple, en collaboration avec le e-lab, comment on développe ce type de produit, comment on fait du design centré utilisateur, comment on valide, et pourquoi c'est important aussi de se précipiter non plus sur la mesure de l'efficacité. Tous les enjeux éthiques, administratifs qui sont à côté aussi, comment on demande l'avis aux professionnels de l'autisme, aux personnes avec autisme. Et voilà, on a d'autres projets aussi qui pourraient bénéficier de ce type de choses. Et puis voilà, ça permet aussi, on essaie de diffuser un petit peu ce travail. Là, par exemple, il y a le colloque de l'ADAPI sur autisme et nouvelles technologies à Saint-Brieuc, où c'est possible de tester le fauteuil. Puis voilà, des congrès aussi internationaux pour avoir des regards un peu partagés, par exemple le congrès européen de psychiatrie. Alors, la suite, je crois que c'est la dernière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, on est disponible pour vos questions. Super, merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe, Tour, Alexia, merci beaucoup pour cette présentation qui était hyper intéressante. Je trouve que ça montre très bien à quel point on a envie quand même d'évaluer ces technologies de recherche, mais finalement, comment on fait et toute l'importance en fait de plein de choses, le co-design dont tu as beaucoup parlé, Alexia, qui est vraiment un truc hyper important. Enfin, voilà, je ne m'étale pas plus, c'était très intéressant. Je vous fais donc, il y a eu des remarques dans le chat, notamment par exemple sur l'intérêt que ce soit géré par la personne elle-même. Voilà, ce qui est vraiment un plus en fait de cet outil. Donc, il y a plein de dispositifs, il y a plein de dispositifs de pression profonde qui ne sont pas contrôlés par l'utilisateur lui-même. Donc, au niveau de l'acceptabilité, là, je pense qu'on est mieux. Mais il faut vérifier effectivement avec le focus group. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est déjà une super idée. Alors, il y a Madame Chancelier qui parlait du fauteuil Le Stage. Je ne sais pas si c'est un truc dont vous aviez entendu parler. Voilà, qui apparemment est un fauteuil qui permet de faire aussi des trucs un peu plus compressifs, mais qui n'est pas du coup de gérer de façon autonome. Et on se demandait, est-ce que vous aviez envisagé à un moment de mettre une option balancement, type rocking chair ou truc comme ça, qui était un truc qui plaisait bien, mais peut-être que c'est, je ne sais pas, voilà, si ça vous avait traversé ou pas du tout. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois, mais je pense que pour le moment, dans la première version du fauteuil, on se concentre essentiellement en fait, sur les pressions profondes actives que peut recevoir l'utilisateur. Super, ok, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, mais la présentation était vraiment top. Et puis, merci d'avoir mis en avant toutes ces questions, Thomas. À la fin, c'était vraiment très bien, très, très clair. Et je trouve que ça représente très bien les questions qu'on se pose au LILAB, donc c'est vraiment parfait. Du coup, je vais passer la